L'Amérique tourne le dos à la bouteille. Les ventes d'alcool chutent, les bars se vident, et la nouvelle génération délaisse l'alcool plus rapidement. On dirait que l'Amérique est enfin en train de dégriser. Et ça doit être une bonne chose, non? Eh bien, la réalité est plus compliquée. Derrière ces statistiques en baisse se cache une histoire avec quelques inconvénients surprenants. Dans cet épisode de l'infographie, nous expliquons pourquoi les Américains consomment moins d'alcool que jamais. À la fin des années 1800, l'Américain moyen buvait l'équivalent d'environ 17 à 21 pintes d'alcool pur par an. Pour le mouvement de tempérance, toute quantité était excessive. En 1920, bien que la moyenne soit déjà de 15,6 pintes, les États-Unis ont instauré la prohibition. Le taux de consommation officiel a chuté à 0, mais cela ne signifiait pas que les Américains avaient arrêté l'alcool. Les gens buvaient dans les sous-sols de restaurants et les salons de coiffure aux portes secrètes. Les riches que s'en sortaient grâce à des réserves privées et des pots de vin pour la police. Et en 1929, New York comptait environ 30 000 de ces clubs clandestins, appelés speakeasy. Partout dans le pays, des centaines de milliers de distilleries illégales existaient, des grandes tenues par la mafia aux petites opérations artisanales de contrebandiers pauvres. Pendant ce temps, des médecins douteux rédigeaient environ 11 millions d'ordonnances chaque année pour du whisky, du brandy ou du gin, prescrivant souvent jusqu'à une pinte d'alcool tous les 10 jours. Ils disaient que cela soignait la grippe, l'hypertension et les maux d'estomac. Pourtant, la prohibition a semblé fonctionner, du moins un temps. La consommation estimée et les problèmes liés à l'alcool, tels que les lésions hépatiques, ont fortement diminué. Avec tant de distilleries clandestines, l'alcool bon marché était parfois si mauvais qu'il pouvait rendre aveugle ou tuer. En cachant sous terre ce que les gens désirent ardemment, on crée un capitalisme violent et chaotique. Pendant la prohibition, la criminalité a explosé. La mafia contrôlait les rues et soudoyait de nombreux officiels corrompus. Le gouvernement américain a perdu près de 11 milliards de dollars de taxes, en plus des emplois supprimés dans l'industrie brassicole. Au final, l'expérience a échoué. Pourtant, elle avait bien débuté avec une consommation à 30% des niveaux d'avant la prohibition, mais cela est vite monté à 70% au fil des années. Le message était clair, les Américains voulaient de l'alcool. Après la prohibition en 1933, la consommation d'alcool était restée faible, à environ 8 pintes par personne et par an. Dans les années 40, ce chiffre avait doublé, et à la fin des années 70, les Américains consommaient près de 21 pintes par an. Même en 2020, pendant la pandémie de Covid, les taux restaient proches de ce pic. Mais maintenant, il y a un changement. Les gens boivent toujours, mais ce sont les gros consommateurs qui font le plus gros du travail. Un nombre record d'Américains cessent totalement l'alcool. En 2024, seuls 58% ont déclaré en consommer. Un an après, ce chiffre était de 54%, le taux de consommation d'alcool le plus bas enregistré par Gallup en 90 ans. Durant la plupart du XXe et XXIe siècle, la consommation d'alcool a varié entre 60 et 71%. Dans les années 1990, certaines années ont été plus faibles, ce que nous expliquerons plus tard, mais jamais en dessous de 54%. Et selon les apparences, encore plus d'Américains pourraient bientôt arrêter l'alcool. D'abord, il faut identifier qui est responsable de ces abandons. Entre 2023 et 2025, plus de femmes que d'hommes ont arrêté l'alcool. En 2023, le taux de consommation d'alcool chez les deux sexes était de 62%. Mais en 2025, les femmes étaient tombées à 50 et 1%, tandis que les hommes étaient à 57%. Le plus grand changement est venu des Américains blancs, passant de 67% à 56%. Chez les adultes non blancs, la proportion est passée de 54% à 52%, un changement minime. Concernant l'âge, les jeunes générations impulsent ce changement. Chez les 18-34 ans, la consommation d'alcool est passée de 59% à 50%. Chez les 35-54 ans, cela est passé de 60% à 56%. Les Américains plus âgés ont gardé leurs habitudes de consommation d'alcool. Mais il y a une autre raison pour laquelle les Américains reposent leur verre, liée à leurs revenus. Chez ceux gagnant 40 000 $ ou moins, la consommation d'alcool est tombée de 53% à 39%. La part des personnes à revenu moyen est passée de 58% à 54%. La surprise vient des hauts revenus qui ne peuvent invoquer la hausse du coût de la vie. En 2023, près de 80% buvaient. Mais en 2025, ce taux est tombé à 66%. Le plus surprenant,
c'est que cela dépend apparemment de votre vote. Les personnes qui s'identifient comme républicains déclaraient boire à un taux de 65% en 2023, tombant à un impressionnant 46% en 2025. Chez les démocrates, le taux est passé de 64% à 61%, soit très peu de changements. Nous aborderons l'aspect politique plus tard, mais voyons d'abord la principale raison de cet arrêt massif. La santé. Pendant longtemps, on nous a dit qu'une petite quantité d'alcool devait être sans danger. Les médias disaient qu'1 ou 2 verres de vin rouge chaque soir était bon pour le cœur. La consommation de vin a fortement augmenté ces 60 dernières années. Et l'une des principales raisons, c'est que le vin est une façon raffinée et sans culpabilité de satisfaire son besoin. Cependant, de nos jours, ce n'est plus aussi innocent. Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent qu'un homme peut consommer sans risque environ 2 verres standards d'alcool par jour. 2 petites bières ou 2 verres de vin. Pour les femmes, c'est seulement un verre. Mais même cela, ce qu'on appelle une consommation modérée, augmente le risque d'avoir des problèmes de santé. Aucune quantité d'alcool n'est totalement sûre. Et c'est quelque chose dont on ne parle vraiment que depuis quelques années. Même ainsi, boire tous les jours ne raccourcit pas toujours votre vie. En 2022, un Français sur 10 buvait du vin quotidiennement. Jusqu'en 1956, il était permis d'en consommer au lycée. Le problème avec l'alcool, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir qui sera le plus touché. On peut consommer de l'alcool quotidiennement, en petite quantité pendant des années, et rester en bonne santé. Mais une autre personne pourrait boire exactement la même quantité et découvrir que son foie a lâché. On dit que la consommation excessive d'alcool est la spécialité des jeunes occidentaux, surtout ceux dont la première langue est l'anglais. On estime qu'environ un adulte sur 6 aux États-Unis pratique la consommation excessive d'alcool, et qu'environ 25% le font au moins une fois par semaine. Selon l'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme, le binge drinking correspond à 5 verres pour les hommes et 4 pour les femmes. De nombreuses personnes consomment bien plus chaque semaine durant des années, et restent en bonne santé surtout si elles font du sport et mangent sainement. Il est facile de penser que les excès du week-end ne font pas de mal, jusqu'à ce qu'un scanner révèle une fibrose hépatique de stade 3, une cicatrisation grave. Bonne nouvelle. À ce stade, la fibrose peut souvent régresser avec l'abstinence ou une consommation réduite. Une fois au stade 4, la cirrhose cause des dommages permanents, et le foie ne retrouve jamais totalement sa santé. Le vrai danger, c'est que la cicatrisation est souvent asymptomatique. Cela débute souvent par la stéatose hépatique, touchant environ 80 à 100 millions d'Américains dont la majorité l'ignore. Près de 4,5 millions d'adultes reçoivent un diagnostic de maladie hépatique chronique, la plupart des cas restant non diagnostiqués. L'alcool est une cause majeure, tout comme une mauvaise alimentation, l'obésité, les infections virales et la génétique. La tragédie, c'est que beaucoup de personnes ne découvrent le problème qu'après l'installation de la cirrhose. Un simple test aurait permis une détection précoce. Comme indiqué, certains foies dits tolèrent mieux l'alcool sans raison claire, mais le mieux est de l'éviter totalement. En 2025, c'est une connaissance commune, mais ce n'était pas le cas auparavant, et il n'y a pas que votre foie qui est en danger. Le chirurgien général américain a récemment déclaré que l'alcool est une cause évitable et reconnue de cancer. Boire accroît les risques de cancer de la bouche, gorge, œsophage, sein, foie, côlon et rectum, qui a aussi les effets cognitifs. Une consommation prolongée d'alcool peut causer des lésions cérébrales, entraînant troubles de l'élocution, coordination, confusion et perte de mémoire. À court terme, l'alcool peut provoquer dépression ou anxiété après une beuverie, et cela touche aussi bien le corps que l'esprit. Environ 40% des crimes violents aux États-Unis impliquent un acte de l'alcool. Il réduit votre capacité à raisonner, enlève vos inhibitions et vous rend imprudent. Les chiffres sont choquants. L'alcool est impliqué dans 37% des agressions sexuelles, 27% des agressions aggravées, 60% des violences entre partenaires intimes et 40% des homicides. Et sur les routes, environ 34 Américains meurent chaque jour dans des accidents liés à l'alcool. Pendant des années, une grande partie de cela a été minimisée ou ignorée, mais aujourd'hui, il est presque impossible de faire défiler les réseaux sociaux sans tomber sur une publication ou une vidéo expliquant comment l'alcool détruit des vies. Récemment, certains des contenus les plus viraux sur YouTube ont présenté l'alcool comme une arme de destruction massive. Le fait d'être mieux informé est sans doute la principale raison de la baisse des taux de consommation. Mais ce n'est qu'une des raisons. Les grandes entreprises de l'alcool paniquent. Les géants de la bière tels que Molson Coors et Anheuser-Busch InBev lancent de nouvelles boissons sans alcool.
Bien sûr, la bière à 0% existe depuis des décennies, mais jusqu'à présent, elle n'a jamais été présentée comme quelque chose de cool, surtout pour les jeunes. Désormais, de grandes marques de vodka et gin proposent pour des cocktails sans alcool et les producteurs de vin suivent. En 2022, le marché américain des boissons sans alcool valait environ 395 millions. En 2024, il atteignait 829 millions. Et d'ici 2028, les analystes prévoient une hausse de 4 milliards de dollars. Aux États-Unis, les ventes d'alcool ont chuté de 113,6 à 112,9 milliards de dollars entre 2023 et 2024, et 2025 devrait être encore pire. Pour les grandes marques d'alcool, le message est clair. Les Américains arrêtent et ne reviendront sans doute pas. Une autre raison majeure est le changement total du paysage de consommation de substances. De plus en plus de membres de la génération Z et de millénials préfèrent les boissons au tétrahydrocannabinol, la marijuana et les comestibles au shot. Au début des années 2000 environ, 10 à 11% des Américains consommaient régulièrement de la marijuana, soit le double des années 1009, 180, 1009, 190. L'illégalité n'a jamais empêché les gens d'en trouver, mais la légalité l'a rendue plus acceptable. Environ 17 à 18% des Américains consomment actuellement du cannabis. En 1969, au pic de la contre-culture, seuls 4% des Américains ont déclaré à Gallup avoir déjà essayé. Aujourd'hui, ce chiffre avoisine la moitié, soit 47%. Mais l'herbe n'est pas la seule à empiéter sur l'ancien domaine de l'alcool. En Oregon et au Colorado, la psilocybine a été légalisée à des fins thérapeutiques ou encadrées. Des recherches révèlent qu'elle pourrait traiter les troubles mentaux et les addictions, dont l'alcool. Même là où c'est encore illégal, les jeunes en consomment, souvent en microdose, la considérant comme l'opposé de l'alcool. Au lieu de vous rendre négligent et imprudent, beaucoup la prennent pour favoriser l'introspection, améliorer la perception et surmonter les traumatismes. L'usage reste encore rare dans l'ensemble. Environ 2% des adultes américains ont consommé des champignons cette année, et 12% les ont déjà essayés au moins une fois. Il y a aussi le kratom, une feuille d'Asie du Sud-Est, avec un public de niche, mais fidèle aux États-Unis. En 2021, environ 1% des Américains ont déclaré en avoir consommé, surtout là où il reste légal, malgré des tentatives d'interdiction. À faible dose, il stimule légèrement. À dose élevée, il reproduit des effets opioïdes et peut rendre dépendant. Cependant, certains affirment qu'il les a aidés à arrêter l'héroïne, l'alcool, les antidouleurs ou les tranquillisants. Le kratom présente des risques, comme tous les médicaments. Les recherches montrent qu'il est plus sûr, facile à gérer et moins coûteux que l'alcoolisme ou l'héroïne, causant ainsi moins de tort aux individus et à la société. Et c'est ce qui alimente un grand changement aux États-Unis. Les jeunes se demandent pourquoi une drogue est légale, alors qu'une autre, statistiquement moins dangereuse, ne l'est pas. Les médias s'emballent dès qu'une personne est soupçonnée d'avoir été blessée par le cannabis, le kratom ou les champignons. Pourtant, chaque jour, des centaines d'Américains meurent à cause de l'alcool ou de faits liés à sa consommation. La génération Z fait attention à cela, donc les jeunes pourraient être plus attentifs à ce qu'ils consomment. La dépendance aux médicaments sur ordonnance est omniprésente. Près de 24 millions d'Américains ont pris des benzodiazépines en 2023, beaucoup en ont abusé. Près d'un adulte sur 6 aux États-Unis prend des médicaments psychiatriques, un record historique. Chez la génération Z, la proportion est plus forte. 34% prennent des médicaments sur ordonnance et 19% s'automédiquent, selon une étude récente. Moins de personnes consomment de l'alcool, car elles utilisent au bout déjà d'autres substances, modifiant leurs paramètres d'origine. Et les opioïdes n'ont pas disparu non plus. En 2020 et 2021, 12,7 millions d'adultes américains en ont consommé, dont 8,6 millions de façon abusive. Entre 1999 et 2023, les overdoses d'opioïdes prescrits ont causé plus de 300 000 décès. Aujourd'hui, des millions d'Américains privilégient encore les comprimés à l'alcool, d'autres préfèrent des drogues plus douces ou choisissent la sobriété. Il est également important de noter que les substances non alcoolisées, vers lesquelles les Américains se tournent de nos jours, ne sont pas exactement ce qu'on appellerait des drogues sociables. Il n'est donc pas surprenant que l'abandon de l'alcool reflète une autre tendance. Statistiquement, nous passons beaucoup plus de temps seuls. À moins d'être un alcoolique convaincu, boire seul est souvent déprimant, surtout quand on est jeune. Les experts préviennent que l'isolement nuit gravement à la santé mentale et physique, donc arrêter l'alcool ne compensera pas les effets négatifs de la solitude.
Selon le Bureau of Labor Statistics, les Américains de 15 à 29 ans ont passé 45% plus de temps seuls en 2023 qu'en 2010. Bien sûr, tout le monde s'est retrouvé isolé pendant la pandémie, mais les chiffres montrent quelque chose. La société n'a jamais retrouvé l'interaction sociale d'avant la pandémie. Un article de USA Today en 2025 a affirmé que la génération Z est devenue solitaire et antisociale. L'article soutenait que la baisse de la consommation d'alcool n'est pas une mauvaise chose en soi, mais lorsque cela s'accompagne de plus d'isolement, d'une tristesse croissante et de moins de relations physiques, ce n'est pas vraiment un compromis sain. L'économie n'a pas aidé. L'inflation a rendu bars et restaurants trop chers, donnant aux gens une raison de moins de sortir le soir. Même chez les buveurs, la consommation a baissé. Ce n'est pas seulement lié au coût. Dans les années 2000, seuls 25% des Américains pensaient qu'un ou deux verres par jour étaient bien nuisibles. Aujourd'hui, c'est 53%, un changement d'attitude massif. Ce changement apparaît aussi dans les habitudes de consommation d'alcool. En 2003, les buveurs buvaient un peu plus de 5 verres par semaine. En 2025, ce chiffre est tombé à 2,8. Le même niveau bas que l'Amérique avait atteint vers le milieu des années 1990. Personne ne sait vraiment pourquoi. Peut-être que c'était des modes culturels. Peut-être des distractions comme la 3,4-méthylène dioxy-N-méthylamphétamine. Mais quelle qu'en soit la raison, ça n'a pas duré. Cette fois, les signes disent que c'est permanent, et ce n'est pas seulement l'Amérique. Partout dans le monde, la génération Z au Royaume-Uni imite les Américains et boit bien moins. La BBC a dit qu'ils réduisent leur consommation bien plus que les générations précédentes. Les Australiens de la génération Z aussi sont en tête du peloton quand il s'agit de dire non à l'alcool. La vie professionnelle a changé presque partout, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. En 2020, 21,6% de la main-d'œuvre américaine, soit 34,3 millions de personnes travaillaient à domicile. On pourrait croire que cela facilite la consommation d'alcool, mais ce n'est pas le cas. Environ 64 millions d'Américains sont indépendants et souvent non payés sans production. Travailler au bureau avec la gueule de bois est facile. C'est beaucoup plus difficile de faire ça quand votre revenu dépend entièrement de votre production. Pour ceux encore au bureau, la situation a changé. Le déjeuner arrosé et la bière après le travail faisaient en partie intégrante de la culture professionnelle occidentale. Ce n'est plus le cas. The Guardian a récemment affirmé que la pinte après le travail disparaît. Bonne nouvelle pour les comptes et les foies, mais peut-être moins pour le bien-être. Ces soirées au pub aidèrent à briser la solitude et à nouer des amitiés durables. Même avec des pubs florissants, il est peu probable que la génération Z s'y intéresse. Nous avons aussi évoqué la politique. Dans le passé, les personnes ayant une mentalité plus conservatrice étaient à des points susceptibles d'expérimenter des drogues à haut risque. Cela reflète des recherches, indiquant que les conservateurs sont généralement moins ouverts aux nouvelles expériences. L'alcool, cependant, faisait exception. C'était bipartisan. Contrairement à la consommation de drogue de rue, boire de l'alcool était socialement acceptable pour tout le monde, donc que vous votiez à droite ou à gauche ne faisait pas beaucoup de différence statistique. Mais les choses ont changé. Comme la consommation d'alcool est de plus en plus considérée comme un risque pour la santé, plutôt qu'un passe-temps inoffensif, il est logique que les conservateurs, plus prudents face au risque, soient les premiers à se retirer. Pendant des décennies, les Américains se sont dit que l'alcool n'était pas vraiment une drogue. Mais maintenant, nous acceptons que ce n'est qu'une autre façon de se défoncer, et cela pourrait rebuter les plus prudents d'entre nous. L'argent pourrait aussi être un facteur. En période difficile, les conservateurs sont généralement plus prudents financièrement, selon les sondages. L'histoire la plus marquante dépasse la politique. L'alcool a influencé la vie américaine depuis des siècles. Mais la tendance pourrait être en train de s'inverser. Que ce soit à cause des préoccupations de santé, de l'évolution de la culture ou simplement de l'économie, de moins en moins de personnes lèvent leur verre. Et les chiffres ne mentent pas. L'Amérique boit moins que jamais auparavant. Si l'histoire nous apprend quelque chose, les tendances comme celle-ci ne s'inversent que rarement du jour au lendemain. Les années 2020 pourraient amorcer un changement durable envers l'alcool, modifiant la manière dont les Américains célèbrent et se perçoivent. Une chose est claire, la fête ne ressemblera peut-être plus jamais à ce qu'elle était. Les Américains boivent moins, mais certaines substances sont bien plus étranges que l'alcool. Regardez Drogues insensées, dont vous n'aviez pas connaissance pour découvrir l'étrangeté du monde des substances chimiques, ou cliquez sur cette vidéo.